Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur le plateau d'International pour un nouveau grand entretien d'actualité avec RFI et le journal Le Monde. Une actualité très européenne ces dernières semaines avec le Brexit, bien sûr, ce divorce mal engagé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais aussi avec les soubresauts des relations franco-italiennes, une Europe toujours questionnée par ces mouvements nationalistes, populistes, alors que la situation économique de plusieurs pays se fragilise. Sans oublier cette actualité de l'autre côté de l'Atlantique, au Venezuela, ce pays qui connaît peut-être un tournant au sommet de l'État. Notre invité connaît bien tous ces dossiers. Il est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il a également en charge la francophonie. Jean-Baptiste Lemoyne est notre invité. Avant de le retrouver, un court extrait d'un documentaire, Le martyre des 7 moines de Tibérine, de Malik Haït Aoudia et Séverine Labatte. Ces religieux avaient refusé de quitter leur monastère dans l'Atlas algérien en pleine guerre civile qui fera plus de 200 000 morts en Algérie dans les années 90. Les circonstances de leur mort restent opaques. C'est ici, près du village de Tibérine, dans le monastère de Notre-Dame de l'Atlas, que Luc, Paul, Michel, Célestin, Christophe, Bruno et Christian vécurent leurs derniers instants de liberté. Sept moines avaient choisi de rester avec leurs voisins et amis musulmans, au cœur d'une région déchirée par la guerre civile. Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ici à TV5 Monde et celle de RFI et le journal Le Monde. Vous représentiez le 8 décembre à Oran, la France, lors de la cérémonie de béatification de 19 religieux de l'Église catholique d'Algérie, victimes du terrorisme dans les années 90, parmi lesquels 15 Français, dont les 7 moines de Tibérine, du monastère de Tibérine. À cette occasion, vous avez parlé de cohabitation des convictions, des origines, des diversités, vous avez parlé de paix, de fraternité. Est-ce que cette célébration de ces religieux de foi chrétienne en terre d'islam, c'est une première? Est-ce que cela faisait sens pour vous? Oui, c'était un moment qui était extrêmement émouvant, pour tout le monde d'ailleurs. J'étais aux côtés du ministre algérien des cultes et j'ai vu qu'il était également lui-même très touché. L'Algérie a tout fait pour faciliter la tenue de cette cérémonie religieuse avec le cardinal Betchou, envoyé du pape pour béatifier ces religieux qui avaient fait le choix, pendant la décennie noire, eh bien, de rester sur cette terre d'Algérie aux côtés, effectivement, de leurs frères musulmans. Et d'ailleurs, il faut noter que cette cérémonie, elle était poignante parce que, voilà, il y avait des représentants de nombreux pays, de toutes communautés religieuses. Et par ailleurs, on s'est également souvenu d'un certain nombre d'imams qui eux-mêmes ont été tués et ont été victimes. Il y a eu une célébration les Exactement. concernant. Mais des franges plus conservatrices du christianisme auraient préféré une cérémonie à Rome ou en France. Je crois que les familles, et j'en ai rencontré, étaient extrêmement honorées d'être tout simplement présentes à cette cérémonie et finalement sur la terre que ces moines, ces religieux n'avaient jamais voulu quitter. Il y avait aussi un symbole très fort. Et je peux vous le dire, Notre-Dame de Santa Cruz à Oran est un lieu magnifique où chacun dans sa foi a pu, je le crois, communier dans un moment assez intense. Et c'est vrai que j'ai parlé de paix et d'espérance parce que parfois ce monde que nous connaissons est parcouru par les tensions, par les crises, par les guerres. Mais on voit que voilà, dès lors qu'il y a des volontés qui s'expriment, eh bien on peut trouver un chemin de fraternité. Une question sur la francophonie dont vous êtes en charge. L'Algérie refuse d'adhérer à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, cette organisation qui représente le côté institutionnel de la francophonie. Elle considère qu'elle est un instrument de pression de la diplomatie française. Les relations franco-algériennes sont restées extrêmement complexes. On sait que le président candidat Macron avait parlé de crimes contre l'humanité concernant la colonisation française en Algérie. Il y a eu un autre geste avec la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la mort de Maurice Audin. Qu'est-ce que l'adhésion de l'Algérie à l'OIF, c'est souhaitable pour vous? Est-ce que ça pourrait permettre de dépasser ce passé si complexe entre nos deux pays? Vous
Vous savez, pour l'adhésion, c'est un État qui doit le souhaiter, et donc ce n'est pas à nous de le souhaiter ou pas pour un État. Ce qui compte, c'est la réalité du fait francophone. Et moi, ce que je vois, que ce soit d'ailleurs en m'étant rendu à Oran ou en regardant également les réseaux sociaux, c'est qu'il y a de nombreux Algériens de toute génération qui souhaitent aussi s'exprimer en français. 3/4 des posts sur Facebook souvent sont en français en Algérie. Et ce que je vois, c'est que quand il y a besoin de collaboration très concrète, de coopération très concrète, par exemple dans le secteur universitaire, eh bien, je sais qu'il y a pas loin de 60 établissements universitaires d'Algérie qui travaillent avec l'Agence universitaire de la francophonie, qui est eh bien, justement un des bras armés de l'OIF. Donc ce qui compte au-delà justement des aspects peut-être plus politiques, c'est que dans la vraie vie, on arrive à favoriser la diffusion du français en tant que outil, encore une fois, pour s'ouvrir à l'extérieur. On a la chance d'avoir cette langue qui, je crois, est une langue de partage pour des centaines de millions de personnes dans le monde. Après, il est tout à fait normal que l'Algérie fasse ses choix en termes de langue officielle, et nous n'avons pas à commenter cela. Voilà, moi, ce que je vois... Un peu donc du pragmatisme avant tout. Tout à fait. Avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de revenir en son et en images sur votre parcours avec ce focus de Florent Cressapeg et Rodolphe Clémendeau. En 2018, le JDD vous intégrait dans sa longue liste des ministres inconnus pour 9 Français sur 10. Il faut dire que vous êtes surtout visible à l'étranger. Les Comores pour l'immigration, Erevan pour la francophonie, Hong Kong pour les échanges commerciaux, l'ONU pour les opérations de maintien de la paix et bref passage à Paris pour accueillir Justin Trudeau. Vous n'avez pas attendu d'être ministre pour en avoir l'agenda. Et pour ceux qui douteraient de votre vitalité, voici le credo. On est là pour travailler plus fort, plus vite. Il y a du pain sur la planche. Diplômé d'une grande école de commerce, à 41 ans, vous avez déjà été conseiller municipal, sénateur, maire, proche collaborateur de Jean-François Copé que vous quittez pour Alain Juppé, que vous quittez pour le candidat à la présidentielle François Fillon. Mais tout ça, c'était avant la révélation. Le 2 mars, Emmanuel Macron présente son projet présidentiel. Moi, je me souviens, je suis dans mon bureau au Sénat et je regarde ça à la télé. Et là, je me dis, il m'enlève les mots de la bouche. Vous êtes le premier homme de droite à rallier le camp Macron. La récompense tombe le 21 juin 2017. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. À première vue, peu d'aspérité dans le personnage, mais attention, ça peut dégainer assez vite. À Marine Le Pen, qualifiant le pacte des migrations de Marrakech de « pacte avec le diable », vous répondez « troll en chef ». Vous affichez des valeurs qui font débat. Vous soutenez les organisateurs de la Manif pour tous contre la loi pour le mariage homosexuel. Le mouvement politique Sens commun. Alors, ce qui est génial avec Sens commun, c'est que vous avez commencé à 6. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs milliers. Et ils seront peut-être encore plus nombreux à attendre votre opinion en juin, lorsque le gouvernement présentera le projet de loi de bioéthique. Projet comprenant l'ultra-sensible feu vert à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Bon, d'ici là, au travail. Je dois dire que je kiffe. Jean-Baptiste Lemoyne, on commence par cette actualité internationale au Venezuela. Jean Guaidó, président de l'Assemblée nationale, s'est autoproclamé mercredi, président par intérim du pays, après des manifestations contre le président Nicolás Maduro. Il est soutenu par les États-Unis, le Brésil et bien d'autres pays d'Amérique latine. La France, l'Espagne, l'Allemagne menacent de reconnaître l'opposant, Juan Guaidó, comme chef de l'État si les élections ne sont pas organisées d'ici 8 jours. Alain ? Alors, est-ce que vous allez reconnaître précisément ce président autoproclamé ? Est-ce que ça ne va pas un peu vite ? On voit la situation au Venezuela qui s'est considérablement dégradée depuis plusieurs mois. Les dernières élections législatives qui avaient pu se tenir dans un cadre
à peu près correctes ont eu lieu en 2015. D'ailleurs, c'est une assemblée législative qui avait vu la victoire de l'opposition. Et depuis, le pouvoir de M. Maduro n'a pu se renforcer, n'être conforté que par l'organisation d'élections présidentielles anticipées qui, elles, ont été tenues dans des conditions qui interrogent. Et du coup, c'est l'investiture, d'ailleurs dans des formes constitutionnelles qui, manifestement, ne sont pas celles qui étaient prévues par les règles vénézuéliennes, le 10 janvier, qui a aussi déclenché eh bien, le fait que le président de l'Assemblée nationale, démocratiquement élu, elle, a pris ses responsabilités pour organiser une transition. Et donc, la France, avec ses principaux partenaires européens, comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni notamment, mais j'ai vu que le Portugal avait rejoint cette position aussi, eh bien, souhaite que, justement, la parole puisse être redonnée au peuple vénézuélien dans des conditions qui lui permettent d'exprimer son choix et ses préférences. Et donc, c'est le sens des propos du président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a dit hier. Nous souhaitons que, justement, un processus politique puisse être engagé sous les 8 jours. C'est la condition. Qui peut le mettre en place, ce processus? Nicolas Maduro? C'est ce à quoi ne croit pas l'opposition, précisément. Ben, justement, quelque part, il a une porte de sortie, de sortie de crise qui lui est offerte. C'est de pouvoir redonner la parole au peuple vénézuélien pour que celui-ci puisse exprimer authentiquement son choix. Parce qu'on ne peut pas dire que le fait, par exemple, que 3 millions de Vénézuéliens aient quitté le pays, que les conditions presque, on va dire, d'urgence humanitaire qui prévalent, eh bien, montrent que le président Maduro ait pris la mesure des choses. Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État américain, donc Mike Pompeo, a déclaré qu'il fallait choisir son camp. Soit on était avec Juan Guaido, soit on était avec Maduro. Est-ce que c'est votre façon de percevoir les choses, sachant que les Vénézuéliens craignent aussi beaucoup l'invasion étrangère, l'interventionnisme de l'extérieur? Je crois encore une fois que ce qui compte, c'est que le choix du peuple vénézuélien puisse être respecté. Ce n'est pas à nous de dire ce qui est bon. Mais les Vénézuéliens, ils ont choisi en 2015, lors d'un vote qui, lui, n'a pas souffert de contestation. Et donc, il est important que ce choix puisse être respecté. D'ailleurs, je vois qu'un certain nombre d'éléments du régime eh bien, commencent à prendre conscience du fait qu'il faut s'engager sur une voie de la transition. L'attaché militaire vénézuélien à Washington, d'ailleurs, a appelé ses collègues de l'armée eh bien, à pouvoir s'engager également dans cette transition. Donc, en tous les cas, il y a une crise qui est là depuis plusieurs mois, plusieurs années, avec une répression féroce. Et donc, il y a un moment, la responsabilité de la communauté internationale, eh bien oui, c'est de se pencher sur cette situation. La communauté internationale n'est pas du tout unie sur la question. On l'a vu au Conseil de sécurité. Donc les Russes, les Chinois sont absolument opposés à toute ingérence dans cette affaire. Je voudrais savoir un peu plus sur la position française. Est-ce qu'on suit la position américaine ? Vous savez, on ne se définit pas comme étant suiviste ou précurseur. Vraiment, je crois que depuis toujours, notre position, ça a été de faire en sorte qu'on puisse essayer de cheminer sur une sortie de crise. Parce que ce que l'on voit, et notre ambassadeur fait un formidable travail, Roman Nadal, à Caracas, c'est une situation humanitaire désormais qui nous interpelle. Et donc, on ne peut pas rester les bras ballants. Il est important de poser des actes. Et les propos du président de la République, donnant ce délai de 8 jours avec ses collègues européens, oui, ils ont vocation à mettre la pression. Parce qu'il y a un moment, ça suffit. Et on ne peut pas laisser un régime comme ça, qui n'a plus de soutien populaire, eh bien, emmener le pays et une partie du continent dans le mur. Parce que c'est ça la réalité. C'est qu'en plus, les migrations liées au flux de réfugiés posent un certain nombre de questions pour la Colombie, pour les États voisins. Et donc, il est important, eh bien, à un moment de mettre la pression qu'il faut pour que cela change. Mais vous venez de dire, l'opposant a pris le président de l'Assemblée nationale a pris ses responsabilités donc se nommant en fait, président par intérim, mais certains l'assimilent à un putsch, et donc la position de la France dans ce sens qui soutient cet opposant, est-ce que c'est pas une situation un peu étonnante ?
le président de l'Assemblée nationale, M. Guaido, l'a fait dans les formes constitutionnelles, puisque la constitution vénézuélienne prévoit justement un certain nombre de cas dans lesquels c'est au président de l'Assemblée nationale bien que reviennent ses responsabilités. Donc il ne l'a pas fait sans base juridique. Encore une fois, c'est plutôt, hélas, le pouvoir à l'époque en place, qui n'a pas voulu respecter le choix des Vénézuéliens en 2015, qui a tout fait pour entraver le bon fonctionnement de cette Assemblée nationale légitimement élue. Et donc, il revient, et le président de l'Assemblée nationale a pris ses responsabilités, de faire respecter ce choix. Et aujourd'hui, j'espère que la pression qui est mise par les uns et les autres va se traduire par enfin des changements significatifs. Est-ce que le spectre de la guerre civile vous inquiète? Vous savez, on est déjà inquiet de voir comment le régime a réprimé sévèrement, durement, des dizaines de morts ces derniers mois, un certain nombre de protestations, de manifestations. Et donc, voilà, je crois qu'on est à un moment effectivement de crise, mais le vœu que je forme, c'est que ce soit l'occasion enfin de déboucher sur un avenir meilleur pour le peuple vénézuélien. Alors quittons le continent sud-américain. Une question sur le déplacement du président Macron en Égypte. Oui, est-ce que donc, le président Macron devrait, semble-t-il, aborder la question des droits de l'homme en Égypte? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut dire aux autorités égyptiennes aujourd'hui, après des dizaines et des dizaines d'arrestations, d'emprisonnements, de torture, de cas de torture en Égypte? Vous savez, de ce point de vue-là, il n'y a pas de scoop. Le président, il est fidèle à nos valeurs et fidèle à ce qu'il fait toujours. Lorsque des cas, des situations nous sont signalées, c'est qu'il n'hésite pas à évoquer très franchement avec ses interlocuteurs ces cas et ces situations. Alors, c'est vrai que peut-être les gens ne le perçoivent pas parce que cela se fait dans le huis clos d'un bureau, d'un entretien, mais je peux dire que pour avoir en tête un certain nombre de cas dans des pays que je ne citerai pas parce que je ne suis pas là pour pointer les bons et les mauvais élèves, ça a des résultats. Et d'ailleurs, c'est une satisfaction lorsque on apprend que suite à des démarches, telle personne a été libérée, telle personne a été relaxée. Et donc je peux vous dire que le président de la République, voilà, il est vraiment à la hauteur de ce qu'est la République française, des droits de l'homme. Nous avons d'ailleurs fêté les 70 ans de cette déclaration universelle, c'était en décembre 2018, et naturellement, il l'a fait par le passé, il continue de le faire. Voilà, il n'y a pas de scoop. Oui, ça a été d'ailleurs fêté assez discrètement quand même en France, cet anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais pour revenir quand même à l'Égypte précisément, c'est vrai qu'on attend une parole du président. Elle n'a pas eu lieu avant et la situation des droits de l'homme en Égypte s'est dégradée très fortement depuis que Maréchal Sissi est président. Donc est-ce que ça donnait parfois l'impression que au fond, le discours des droits de l'homme pouvait être un peu atténué en fonction des intérêts économiques qu'on peut avoir avec le pays. Et avec la question des ventes d'armes qui se repose à l'occasion de cette visite et qui est dénoncée aujourd'hui par des ONG. La France, l'Égypte est un des principaux clients. Non, mais encore une fois, je peux vous assurer que ce sujet, il sera évoqué. Il n'y a pas de malentendu là-dessus. Mais Jean-Baptiste Lemoyne, au-delà des discours, on a vu par exemple la chancelière allemande Angela Merkel décider à l'égard de l'Arabie Saoudite une suspension des ventes d'armes. C'était à la suite de l'affaire Khashoggi, en raison donc de ces violations des droits de l'homme manifestes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de considérer, d'agiter certaines menaces un petit peu plus concrètes, plus que de simples discours de façade? Non, ce ne sont pas des discours de façade, vraiment, j'insiste. Vous savez, ces entretiens de chef d'État à chef d'État, ces entretiens ou de ministre à ministre,
on se dit les choses. Voilà. Maintenant, chaque État a sa souveraineté. L'Égypte est aussi confrontée à un terrorisme islamiste qui a encore touché d'ailleurs des touristes il y a quelques semaines. Donc, il faut aussi prendre en compte le contexte dans lequel se situe l'Égypte. Il a fallu consolider un État égyptien qui a été considérablement fragilisé à un moment où, justement, certains islamistes faisaient passer avant tout leur foi avant la citoyenneté égyptienne. Et donc, je crois que, voilà, justement, nous sommes ici sur un plateau à Paris. C'est facile de disserter sur le sujet, mais véritablement, il y a la France, elle dit ses préoccupations lorsqu'il y en a. Elle pointe des situations lorsqu'elles doivent l'être. Et cela se fait effectivement de façon très directe, sans que, effectivement, nous en fassions des tonnes sur des plateaux, parce que ce qui compte pour nous, c'est l'efficacité. Et l'efficacité, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que les livraisons, les armes françaises, ou à tout le moins les équipements militaires, comme les blindés légers, sont parfois utilisés pour autre chose que la lutte contre le terrorisme, contre les populations civiles. Les blindés légers, on les a vus dans des manifestations. Enfin, il y a des accusations qui sont quand même assez précises. Alors, vous savez qu'est-ce que vous répondez ? En matière justement de vente d'armes, nous avons une législation qui est très stricte. Et tout cela passe par des commissions interministérielles. Et lorsque ces commissions planchent et que les décisions sont prises, nous regardons quel usage peut potentiellement être fait ou quels transferts peuvent potentiellement être faits. Et donc, ce sont des décisions qui ne se prennent pas à la légère, qui sont instruites. Et donc, je peux vous dire qu'il en va pour l'Égypte comme pour tous les autres pays avec lesquels ces armes peuvent être vendues. Donc nous sommes très pointilleux sur cet aspect-là, je vous l'assure. Alors comme l'actualité internationale est très dense, parlons d'un autre pays, la RDC. La République démocratique du Congo. Vous êtes aussi, donc je disais, en charge de l'OIF. L'Organisation internationale de la francophonie a relayé, apporté son soutien au communiqué de l'Union africaine qui a mis en doute les résultats de l'élection. Il n'en reste que le candidat déclaré vainqueur, Félix Tshisekedi, a prêté serment. C'est l'échec de l'influence, de la médiation d'organisations internationales. L'Union africaine devait se rendre en RDC, elle y a renoncé. Alors, dans cette élection, je crois que les habitants, les citoyens de la République démocratique du Congo ont exprimé massivement le choix de l'alternance. Parce que lorsqu'on met bout à bout le résultat de Félix Tshisekedi et le résultat de M. Fayoulou, on arrive à 3 citoyens sur 4 qui n'ont pas voté pour le candidat qui était présenté comme le dauphin de M. Kabila. Donc, vraiment, souhait d'alternance exprimé massivement. Et donc, mais il ne semble pas que ce soit le candidat qui ait recueilli le plus de suffrages, M. Fayoulou, qui aujourd'hui, c'est clairement M. Tshisekedi qui a gagné l'élection pour vous, hein? Félix Tshisekedi ayant été proclamé vainqueur par les cours compétentes de RDC, il lui appartient désormais de créer les conditions d'un dialogue politique qui permettent justement de faire en sorte que la politique qui va être conduite, qui va être menée, soit à la hauteur du souhait d'alternance exprimé. Donc ça devient l'interlocuteur de la France, M. Tshisekedi. Il a été investi, la France prend note de cette investiture, et maintenant ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse y avoir véritablement un dialogue politique avec toutes les forces politiques, et M. Fayoulou en est une naturellement, pour pouvoir encore une fois, satisfaire ce désir d'alternance qui a été exprimé. Je comprends, mais je vous interromps parce que votre propre ministre, Jean-Yves Le Drian, a émis des doutes sur la victoire de Félix Tshisekedi. Mais vous savez, l'Église avait fait un certain nombre d'observations, puisqu'elle avait déployé également des observateurs. Je crois qu'un certain nombre d'éléments pouvaient laisser à penser que des tendances se dessinaient pour un tel ou un tel. Maintenant, encore une fois, il faut regarder où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est aussi la paix civile. Et il est important de préserver cela, de ne pas provoquer inutilement des affrontements. Je crois qu'on vient après un processus, un processus de plusieurs années. Et rappelez-vous, notre crainte à un moment, et la crainte de la communauté internationale, était que ces élections ne se tiennent pas. Elles se sont tenues. Elles ont abouti, en tous les cas, à l'expression
massive d'un souhait d'alternance. Cette alternance, elle est incarnée désormais par un président investi qui doit tendre la main également à toutes les forces politiques pour véritablement la mettre en œuvre. C'est un contexte qui est complexe, qui est compliqué, mais ce que nous souhaitons, c'est que voilà, pour le peuple de RDC, eh bien, désormais, il y ait un meilleur partage des richesses. Ce pays a des potentialités considérables et que ça puisse profiter, encore une fois, à l'ensemble de la population. C'est un État majeur, parce qu'en termes de francophonie, on sait combien la population de RDC est importante, et nous sommes attachés à ce que le français puisse continuer à non pas être une potentialité, mais une réalité, et donc on va s'y employer dans un certain nombre de coopérations techniques. Donc, au nom de la paix civile, la France prend acte de l'élection de Félix Tshisekedi, c'est ce que vous nous dites. La France et bien d'autres pays, nos amis belges par exemple. Mais est-ce que une paix civile peut être véritablement durable si elle se repose sur des élections qui sont aussi contestées? Si on regarde ce qui se passe au Zimbabwe aujourd'hui avec les émeutes qu'il y a, ça suit de 6 mois l'élection qui était aussi contestée au premier tour de M. Mnangagwa. Ce que nous observons, et vous êtes également en première loge, je sais combien RFI est présent en RDC, et nous sommes d'ailleurs toujours battus pour que le signal de RFI puisse être diffusé, parce qu'il en va de la liberté de la presse. On voit qu'aujourd'hui, la rue est globalement calme. Et donc, c'est pourquoi il y a une responsabilité aussi pour le président investi, celle de créer les conditions, vous le disiez, de la durabilité. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on est investi président, ce sont des devoirs, c'est une responsabilité particulière, c'est important. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui à Martin Fayulu, qui pensait avoir les résultats attestant de son élection à la tête de ce suffrage présidentiel? Quel est le message? Non, le message, c'est qu'il faut que les principaux leaders de ces forces politiques puissent se rencontrer, dialoguer et trouver les voies et moyens, encore une fois, d'avoir une scène politique apaisée et surtout qui mette en œuvre un certain nombre de mesures attendues par le peuple de RDC. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors poursuivons cet entretien et parlons d'Europe maintenant. Ces dernières semaines, l'actualité ne manque pas, bien sûr, avec le Brexit. Le Parlement britannique n'a de cesse de rejeter l'accord trouvé entre Theresa May et Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, pour le Brexit. On se rapproche de cette date butoir du 29 mars, avec la sortie du Royaume-Uni et de l'UE. On se rapproche d'un non-deal, d'un non-accord. Alors c'est vrai que ce qu'on observe, c'est qu'il y a surtout des majorités contre au Royaume-Uni, parce qu'il n'y a pas de majorité positive qui s'exprime sur un scénario de sortie de crise, puisqu'on peut quand même parler un peu de crise quelque part. Et donc, la leçon, moi, que je tire de tout cela, c'est que on est parti d'un référendum où les Britanniques ont exprimé un choix souverain, mais qui s'est fait aussi sur déjà beaucoup de fake news, beaucoup de rumeurs, et finalement le peuple britannique, un certain nombre d'hommes et de femmes politiques lui ont fait miroiter bien des choses avec ce Brexit, et qu'en partant d'une idée simple, voire simpliste, aujourd'hui on arrive dans une situation complexe, voire totalement compliquée. Et donc c'est aussi une leçon pour l'avenir, parce que on le voit, ça a été un des premiers symptômes, ce référendum et cette décision forte prise par les Britanniques de sortir de l'Union européenne, un des premiers symptômes finalement, je crois, des classes moyennes européennes qui se révoltent contre un certain nombre de situations. Mais je crois que il y a eu... Vous faites allusion peut-être au référendum d'initiative citoyenne que souhaitent les Gilets jaunes. C'est un peu ce dont vous parlez là. On voit que dans beaucoup de pays, il y a une poussée populiste. On a vu l'Italie, on voit l'AfD en Allemagne. Et donc tout ça, je crois, c'est la manifestation du fait que une partie de nos peuples ne se reconnaissent pas dans la façon dont l'Europe fonctionne. Et d'ailleurs, je pense qu'on a une grande responsabilité, on va sûrement parler des élections européennes, que de pouvoir aussi repenser, réinventer cette Europe pour que les peuples se retrouvent plus dedans en matière d'efficacité, de résultats,
voilà, et s'intéresser aux sujets comme les sujets migratoires, les sujets de souveraineté économique, et effectivement pas avoir cette image d'une Europe tatillonne qui embête, qui empêche, mais d'une Europe qui vraiment... Voilà, s'affirme comme une puissance mondiale. Jean-Baptiste Lemoyne, quand vous contestez la façon dont l'environnement dans lequel s'est déroulé ce scrutin... Je ne conteste pas, je constate. Oui, vous constatez qu'il y a eu beaucoup d'infox, beaucoup de mensonges, de manipulation des chiffres, etc. On a, vraiment, ça a été assez établi que beaucoup a été fait pour influencer le citoyen britannique d'une certaine façon. Mais est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'aujourd'hui, il faut que les Britanniques revotent? Est-ce que vous pouvez dire un deuxième référendum, ce genre de choses? Ou est-ce que... Franchement, ce n'est pas nous qui nous sommes mis dans cette situation-là. Donc ce n'est pas à nous de dire et de prescrire le peuple britannique doit revoter ou pas. Il appartient aux Britanniques de trouver au sein de leur Parlement, au sein de leur force politique, les voies et moyens d'en sortir. Ce n'est pas à nous d'être la variable d'ajustement, c'est à eux de choisir. Il y a encore des débats. Mais on ne divorce pas tout seul, c'est comme dans un couple, voilà, il faut qu'on soit deux à divorcer. D'ailleurs, on a trouvé un accord sous la houlette de Michel Barnier qui a fait, un gros travail. N'est pas entériné par les Britanniques. Ouais. Donc, c'est une impasse totale. Comment est-ce qu'on sort de cette impasse? C'est ce que je dis, c'est que il ne nous appartient pas à nous de donner une solution, puisque ce sont les Britanniques qui doivent eux-mêmes trouver le consensus qui leur conviendra pour en sortir. Parce que, on le voit bien, la scène politique britannique est éclaté sur ces sujets-là. Il n'y a pas de majorité positive, je l'ai dit. Et en même temps, on le voit, la Première ministre a conservé le soutien de son parti, puisque la motion de censure qui a été déposée par M. Corbyn a été largement repoussée au lendemain même pourtant du cinglant désaveu sur le vote relatif à l'accord trouvé avec l'Union européenne. Donc je crois qu'il est important que les Britanniques, c'est une question de jours, de semaines, enfin trouvent en eux-mêmes quelle est la vision qu'ils ont pour leur pays, quel est le projet qu'ils veulent porter pour leur pays. Les contraires s'additionnent. Est-ce que politiquement, c'est impossible d'entendre, de prononcer cette parole, mais rester avec nous? On ne veut pas que vous nous quittiez. Ça ne s'entend pas? Mais ce qui est sûr, c'est que, quelle que soit la décision des Britanniques, nous ne souhaitons pas que les Britanniques prennent le grand large. Nous souhaitons maintenir une relation proche avec le Royaume-Uni dès lors qu'il sera sorti de l'Union européenne. Et d'ailleurs... ne serait-ce que pour des intérêts économiques, on a entendu cette semaine le patron d'Airbus dire toutes ces inquiétudes. Si il n'y a pas d'accord, c'est perdant-perdant, parce que Airbus, il y aura des taxes douanières, ça va renchérir le prix des avions d'Airbus, et donc à terme on sera en difficulté face à, ne serait-ce que face aux Américains et à Boeing. Le Brexit, qu'il soit soft ou hard, qu'il soit doux ou dur, il est perdant-perdant. Après, le fait de ne pas atteindre d'accord accroît le caractère dévastateur pour toutes les parties. Et c'est pourquoi nous voulons d'ailleurs travailler à une relation future qui soit une relation future faite de proximité. En termes de sécurité, nous avons des enjeux en commun. Et d'ailleurs, nous avons une relation franco-britannique en matière de défense très poussée. En matière économique, naturellement, il faudra réfléchir à des éléments qui favorisent le commerce de part et d'autre, parce que nous sommes très intriqués. Et si Airbus, effectivement, se trouve empêché, écoutez, nous sommes ravis, nous, sur les territoires français, il y a déjà une expertise en matière d'aéronautique, d'accueillir certaines activités qui ne pourraient plus être accomplies outre-Manche. Oui, mais ça, c'est un peu compliqué, parce que ce que fabriquent les Britanniques, ce sont les ailes, et c'est des décennies d'expertise, c'est des investissements colossaux qu'Airbus a fait au Royaume-Uni, donc ça peut être aussi pénalisant pour la compagnie. Mais une question d'Alain Sall. Est-ce qu'il faut retarder la date du Brexit qui était prévue le 29 mars? On entend de plus en plus dire ça. Le président Macron a même parlé d'enjamber les élections européennes. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les Britanniques vont devoir voter, eux, pour les européennes? Alors, deux éléments là-dessus. Pour retarder, il faut qu'il y ait une demande britannique. Cette demande n'existe pas à ce jour. Et deuxièmement, si cette demande était faite,
du point de vue des Européens, il faut qu'on sache pourquoi cette demande est faite et dans quel état d'esprit sont nos amis britanniques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de retarder pour retarder, il faut retarder s'il y a un plan de match pour en sortir, si je puis me permettre, s'il y a une stratégie. Et donc il faut que les Britanniques, s'ils devaient nous adresser cette demande, puissent également l'étayer en disant voilà, nous, on veut en sortir et voilà quel est l'horizon pour nous, pour que ce soit crédible. Parce que, encore une fois, les traités sont là. L'article 50, il précise bien les choses, c'est le 29 mars. Mais encore une fois, nous sommes toujours à l'écoute. Mais encore une fois, faut-il qu'il y ait un message qui soit audible et crédible, qui soit émis outre-Manche. Et pour l'instant, ce message, nous ne l'avons pas. S'il n'y a pas d'élection européenne au Royaume-Uni, c'est une façon de facto d'acter la sortie de la Grande-Bretagne, enfin du Royaume-Uni de l'Europe. Donc, écoutez, maintenant, le chemin va nous mener jusqu'au 29 mars. On va voir déjà demain, il y a des votes importants qui vont se dérouler en termes d'amendements et dans les prochains jours. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que nous, notre responsabilité du gouvernement français, et nous y employons, Nathalie Loiseau est en première ligne sur ce dossier, avec Bruno Le Maire, à faire en sorte que nos entreprises se préparent. Et donc, il y a d'ailleurs un site, brexit.gouv.fr, je le cite pour que les gens puissent aller voir, se renseigner. Nous sommes là aux côtés des Français établis également en Grande-Bretagne et on fera tout pour, dans un premier temps, éviter que tout cela ne se traduise simplement par des avions qui n'atterrissent pas, des Eurostars qui ne fonctionnent pas, ne serait-ce que parce que d'ailleurs nous avons un certain nombre d'intérêts économiques, vous le disiez. Moi je m'occupe de tourisme, on est en pleine saison de ski, je me réjouis que les touristes britanniques viennent massivement encore découvrir nos montagnes françaises et d'ailleurs on est en croissance par rapport à l'année dernière et donc en tous les cas nous on se met en position de faire en sorte que la vie puisse continuer, mais naturellement, nous attendons des réponses politiques aussi. Alors, encore un mot sur les élections européennes. Elles auront lieu donc en mai prochain. Il y aura donc une liste Gilets jaunes. On a entendu une représentante des Gilets jaunes, Madame Levavasseur, annoncer. Je voudrais qu'on l'écoute quelques instants. Elle a annoncé cela cette semaine. J'ai commencé à manifester parce que j'arrivais plus à me retrouver nulle part, un peu perdue dans cette société qui ne me ressemble pas, qui ne me ressemble plus. Nous sommes purement et simplement un groupe de citoyens qui s'unissons enfin pour parler au nom des citoyens français et de tous ceux qui veulent se joindre à ce mouvement, à cette liste. Et effectivement, nous avons franchi le cap pour saisir cette opportunité dans la démocratie. Alain. Oui, quelle va être la ligne d'En Marche pour les européennes? On avait cru à un moment donné que ce serait une sorte d'affrontement des progressistes contre les nationalistes ou les extrémistes. Et il semble que ça soit plus tout à fait le cas parce que c'est une idée qui n'a pas beaucoup plu ailleurs en Europe, notamment au sein du Parti populaire européen et de Madame Merkel. Donc quelle va être la position d'En Marche? Non, la position, je crois, et le président, d'ailleurs, dans son discours de la Sorbonne, avait d'ailleurs tracé un cap ambitieux, c'est comment faire en sorte que cette Union européenne, elle soit enfin véritablement souveraine. Souveraine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que face au retour des empires, des puissances, on voit la Russie, la Chine, un isolationnisme américain aussi qui a tendance à prévaloir, un unilatéralisme. Eh bien, l'Europe, elle ne doit pas se laisser diviser par d'autres. Regardez parfois les sommets qui sont organisés par la Chine avec une partie de l'Union européenne. L'Europe, elle doit se penser véritablement comme une puissance. Nous sommes un marché de 600 millions de consommateurs, mais l'Europe, c'est plus qu'un marché. L'Europe, c'est véritablement des valeurs, naturellement. C'est pourquoi nous sommes d'ailleurs très tatillons sur l'état de droit, son respect. Et donc, véritablement, faire en sorte que l'Europe ne se pense pas comme juste l'addition d'États qui, seuls, à l'échelle du monde, sont des confettis, mais véritablement une Europe qui assume sa puissance. Et ça veut dire aussi une Europe qui n'est pas naïve, et en matière économique, ça veut dire très concrètement avoir véritablement
un contrôle des investissements étrangers. Nous avons d'ailleurs adopté, en tant que ministre du Commerce, un certain nombre de mesures pour qu'on puisse s'assurer qu'on ne prend pas le contrôle d'entreprises, de pépites dans l'intelligence artificielle, dans un certain nombre de secteurs qui sont importants pour l'avenir. Et donc c'est une Europe qui aussi, effectivement, ouvre les yeux véritablement sur l'état du monde, un monde qui est façonné par le retour des puissances, et nous devons affirmer cette puissance. Je crois que c'est important. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver... de dialoguer avec des pays comme l'Italie, où on sait ce qui est arrivé à la tête du pouvoir en Italie. Et aujourd'hui, avec ces échéances européennes, on a des positions de plus en plus rigides. On a vraiment un niveau du dialogue entre les deux là qui devient impossible. Qu'est-ce que vous pensez de notre relation avec ce pays voisin? Vous avez raison. Quel que soit le choix fait par les peuples, les États, les gouvernements doivent pouvoir continuer à parler. Et nous, c'est notre position. Et je trouve que finalement, les propos un peu excessifs qui ont été ceux de certains dirigeants italiens la semaine dernière montrent quoi? C'est qu'ils veulent nous pousser... Ils accusent la France d'appauvrir l'Afrique. Oui, ils veulent nous pousser à réagir. Ils veulent peut-être nous pousser à la faute. Mais nous ne voulons pas rentrer là-dedans. Est-ce qu'on peut se contenter de traiter ces déclarations d'insignifiantes? Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, mettre les mains dans le cambouis et aller chercher que le gouvernement français vraiment réponde Mais d'ailleurs, nous avons répondu. Nous avons convoqué l'ambassadrice d'Italie en France pour lui signifier que cela ne se faisait pas entre pays amis, entre pays membres fondateurs de l'Union européenne. Et d'ailleurs, M. Di Maio, qui faisait référence au passé colonial français comme étant la source de tous les maux, et notamment migratoire, je crois, devrait aussi réviser son histoire de l'Italie. Parce que, si ma mémoire est bonne, l'Italie a un petit passé colonial du côté de la Somalie et de l'Érythrée. Et il se trouve que parmi les principales nationalités de migrants que l'on trouve, qui cherchent bien à gagner l'Europe, il y a justement ces nationalités-là. Donc, que M. Di Maio étudie un peu l'histoire italienne, et peut-être qu'il révisera ses jugements à l'emporte-pièce. Ah oui, mais vous parliez de Nathalie Loiseau tout à l'heure. Elle a dit que la France n'avait pas l'intention de jouer au concours de celui qui est le plus bête. Oui, parce que tout ce qui est excessif est insignifiant. Oui, donc, il y a de l'excès, mais il y a le fond du problème aussi, le problème migratoire. Et vous savez que les Italiens accusent les Français de ne pas être solidaires. Et c'est tout de même vrai qu'avec ce processus de Dublin, ils sont ceux qui reçoivent directement chez eux, enfin qui sont censés recevoir les bateaux les plus proches, etc. Et là, les Européens n'ont pas montré la solidarité attendue. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que M. Salvini pointe une absence de solidarité. Et qu'en même temps, il tombe dans les bras de Viktor Orban, qui lui-même est celui qui a mis une clôture pour que justement les migrants venant d'Italie ne viennent pas chez lui. Donc il y a un moment, on voit bien que l'internationale européenne des populistes, ça ne peut pas fonctionner parce que en fait ce n'est juste que l'expression d'égoïsmes nationaux. Et donc c'est pourquoi nous pensons, et Emmanuel Macron justement est très engagé sur ce sujet-là, que c'est par les coopérations concrètes qu'on y arrive. Et s'agissant des sujets migratoires, c'est pas chaque pays tout seul qui peut y arriver très concrètement. Et d'ailleurs, c'est aussi un sujet qui doit être pris à bras-le-corps entre l'Union européenne et l'Union africaine. J'y reviendrai. Mais s'agissant du sujet migratoire, la France, elle a toujours été dans les facilitateurs. On a fait en sorte, par exemple, qu'il puisse y avoir, pour un certain nombre de bateaux qui accostaient, une répartition sur une base volontaire de migrants dans différents États européens. Ça, c'est apporter des réponses concrètes, mais ce que nous devons, c'est traiter, je dirais, ce sujet à la racine. Et à la racine, c'est quoi? C'est des sujets de développement économique, de développement social, de formation dans les pays d'origine. Et ce n'est pas tout seul qu'on peut y arriver, c'est vraiment un travail entre État d'origine, État de transit, État de destination. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du pacte de Marrakech qui pose ce principe de coopération. Jean-Baptiste Lemoyne, il nous reste 5 minutes pour évoquer l'actualité française. On arrive presque au terme de cette émission. On a entendu, là, il y a quelques minutes, Ingrid Levavasseur, cette figure du mouvement des Gilets jaunes, qui a donc annoncé cette liste pour les européennes. Vous aviez utilisé le mot totalitarisme pour qualifier certaines expressions de ce mouvement. Je n'étais pas le seul, d'ailleurs. Laurent Berger, le
secrétaire général de la CFDT, avait également dénoncé une forme de totalitarisme dans des actes violents perpétrés par des gilets jaunes à l'époque. Vous vous réjouissez aujourd'hui de l'annonce de cette liste, moi, parce que c'est un retour aux pratiques démocratiques pour vous? Tout à fait. Moi, je suis un démocrate et je suis ravi que lorsque des personnes ont des idées, eh bien, elles puissent s'engager pour les défendre. Après, moi, je n'ai pas à être pour ou contre cette liste. Ce que je veux, c'est que lorsque on veut apporter sa pierre au débat public, on le fasse dans le calme, dans la sérénité, dans le respect des institutions, parce que, encore une fois, cette construction démocratique ou cette construction européenne, pardon, mais ça a demandé des décennies de labeur pour les générations qui nous ont précédés. Et on a vu combien, c'est vrai pour l'Europe comme pour la forme démocratique, parfois, eh bien, hélas, tout cela pouvait se déliter à très grande vitesse. Et donc, il est important, je crois... Oui, mais ce que l'on entend bien, monsieur le ministre, avec cette expression d'Ingrid Levavasseur, c'est qu'aujourd'hui, ils se saisissent de ça pour se faire entendre. Vous êtes en politique depuis plus de 20 ans. Vous êtes jeune, mais... Oui, je me suis engagé jeune, oui, c'est vrai. Vous êtes engagé très jeune, ça fait plus de 20 ans. Cette crise, aujourd'hui, entre une partie de la population et sa représentation nationale, vous vous sentez, comment dire, redevable, vous aussi, par rapport au fait que cette crise ait éclaté et de ne pas avoir peut-être su, à un moment donné, prendre en compte des attentes, avoir pris le pouls de cette société française? Vous savez, dans cette crise, on a toujours tendance à mettre un peu tout le monde dans le même sac. Et moi qui étais maire d'une commune rurale de 500 habitants dans l'Yonne, je vois combien les maires, au quotidien, c'est H24, c'est 7 jours sur 7, pour quelques centaines d'euros. Non, mais tout ça pour dire, que, justement, on a toujours plus besoin d'engagement local, d'engagement associatif. Et, pardon, mais le mal du siècle, c'est quoi ? C'est la montée d'un individualisme qui fait que chacun se recroqueville sur sa petite vie. Et donc moi, je crois qu'au contraire, si on peut assister à un élan d'engagement des uns et des autres, quel que soit l'engagement, qu'il soit politique, associatif, eh bien, ça sera bien pour le pays. Et donc, espérons que... Il y a le grand débat national maintenant. Justement, ce grand débat. Il a l'air d'intéresser les Français. C'est ce que je vois à travers la multiplication des réunions. Moi, je vois dans Lyon, l'Assemblée des maires de Lyon va en organiser. Dans ma commune, j'ai un particulier qui a pris une initiative. Je trouve ça intéressant. C'est que ça bouillonne et que nous, notre responsabilité d'ailleurs, c'est de saisir tout l'intérêt des idées qui vont être mises sur la table. Donc, et faire l'acte 2 du quinquennat. Comment ça va se terminer, ce grand débat? Parce que la restitution est prévue, je crois, au bout de 3 mois. Oui, avril, on sera à 1 mois des élections européennes. Est-ce que vous allez avoir le temps de pouvoir agir et concrétiser ce qui aura été remonté par les Gilets jaunes et tous ceux qui participent au débat, d'ailleurs, pas seulement les Gilets jaunes? Vous savez, le président a dit qu'à travers ce grand débat, il s'agissait aussi de poser les bases d'un acte 2 du quinquennat. C'est dire qu'il souhaite justement pouvoir prendre des mesures fortes. Mais ces mesures fortes, ce n'est pas un coup de baguette magique en un jour. C'est que tout cela, nous serons amenés à le décliner dans les semaines et les mois qui viendront, au-delà du mois de mars. Et je peux vous dire qu'en tous les cas... Oui, les élections européennes, mais la vie politique nationale, elle continue. Et je peux vous dire que, en tous les cas, ce débat, nous en tiendrons le plus grand compte. Et moi, j'appelle les uns les autres, soit à poster leurs commentaires, d'ailleurs, sur la plateforme Internet du grand débat, soit à participer. Ce n'est pas un exercice de style. Et on l'a vu, le président de la République, le Premier ministre, dans des débats, soit avec les maires, soit avec les Français, c'était d'une richesse incroyable. Et je crois que ça donne du baume au cœur, parce qu'on le voit que parfois la France, elle frôle le précipice. Et puis il y a toujours ce sursaut. Et ce sursaut français, il fait plaisir à voir parce qu'il y a de la vitalité, il y a de l'envie. Et donc j'espère que... voilà, ça sera le mot de la fin. La France au bord du précipice, mais il y a de l'envie. Nous arrivons au terme de cette émission. Jean-Baptiste Lemoyne, merci d'avoir répondu à nos questions, celles de Sophie Malibaud de RFI, d'Alain Salle du journal Le Monde et de TV5 Monde. Merci à Anne-Sophie Pierry et Carla Boy pour la préparation de cette émission et à notre réalisateur Éric Récy et aux équipes de TV5 Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur un nouveau grand entretien d'International. À très bientôt.